La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD hebdomadaire qui s'en prend plein les genoux. Moi ça va. Imhotep. Ah, Imhotep. Coucou les gens, on s'excuse tout de suite pour les gens qui sont en live parce qu'on a pris beaucoup de temps pour régler la caméra de document pour qu'on voit bien les BD et on l'a bien mis devant la gueule de Guillaume qu'on voit vraiment pas du tout. Ça te fait des yeux de ça te fait un trait blanc de cyclope quoi. Ouais c'est ça, c'est vrai. C'est bien. Tu as X-Men. Mais en fait vous êtes jaloux parce que moi je suis un X-Men. Bon vous m'avez choisi le pire quand même parce voilà. Vous notez qu'on fait des références aux X-Men depuis 2 podcasts en introduction, c'est pas mal. Le précédent, c'était quoi ? Meilleur dans sa partie. Voilà, c'est Wolverine pour ceux qui suivent. Quoi qu'il en soit, vous êtes sur le One A Club, un podcast qui parle de bande dessinée. À mes côtés, j'ai donc Guillaume Cyclope. C'est pour ça que le podcast s'appelle le One Eye, parce qu'on a Guillaume Cyclope. Ah ouais. Du coup, on fait quoi ? On choisit Guillaume ou on choisit la caméra ? Voilà. On a The Beast, Tizak. C'est pour les poils seulement. Graou. Iceman. On a dit que la taille, ça comptait pas. Voilà. Que les poils. Iceman, mais c'est plus par rapport à Top Gun. Salut, Thio. Écoute, okay. Il se fait ses références tout seul. Ouais, c'est ça. Voilà, il a le droit. Voilà, et moi, parce que c'est moi. Et on va vous parler de Mediator, un crime chimiquement pur du Genji, du tome 2 de Jamais, et de Friday, le tome 1, avant d'enchaîner en jetant un œil sur Bleach, parce que je sais pas ce que c'est, mais il y a un nouveau truc sur Disney+, qui va sortir, et paraît que c'est pas mal. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Ça va sortir ou c'est sorti ? C'est sorti. Ah, c'est sorti. Ah ouais, tout juste là maintenant. Ouais. Voilà. Non, parce que et t'as déjà tout regardé ? Voilà. Ah ouais. Les 16 parce que saisons. c'est long. Non. Bon, on verra après. C'est parti. Mediator, un crime chimiquement pur de Éric Giacometti et Irène Frachon au scénario, de François Duprat au dessin, de Paul Bonnat à la couleur, chez Delcourt pour 23,95 €. Mon cher Guillaume, tu te lances dans un sujet costaud. Sors tes fiches. C'est-à-dire qu'on peut le remettre à la prochaine fois là parce que ce soir ça va pas le faire. Vas-y, prends un Mediator, ça ira mieux. Bref. Je vais t'aider. Alors, Mediator, donc déjà, c'est une BD qui va pas plaire à notre cher dictateur, puisque c'est un documentaire. Allez, tiens. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a absolument, il y a absolument rien qui a été romancé ou quoi que ce soit. C'est vraiment abordé de façon. De façon factuelle, quoi, j'ai envie de dire. Oui, mais Servier a une vie bling-bling, donc ça peut lui plaire quand même. Ah. Parce qu'il y a de l'alcool, des putes et tout, ça marche. Ah. Ça fait un peu de... Hein, voilà, tu vois, de suite. Okay. C'est plus drôle que Marie Curie, quoi. Merde, je comprends rien, alors ça va. C'était vraiment pas le soir, en fait, pour moi. Bref, donc, Mediator, en fait, ça va raconter... c'est donc une BD documentaire qui a pour ambition de raconter tout le périple d'Irène Frachon. Oui, c'est ça, c'est bien elle. Ouais, pour mettre en avant, dénoncer le scandale du Mediator, révéler tous les problèmes, les effets secondaires, les maladies qui en ont découlé, le fait qu'il a quand même eu une belle vie parce qu'avant ça s'appelait autrement. Isoméride. Enfin bref, c'est pas du tout la même substance. C'est pas du tout la même substance, mais en fait c'est la même. C'est très difficile à décrire parce qu'en fait, le scandale a déjà fait parler de lui. Il n'y a pas grand-chose de plus à raconter là-dessus. Par contre, moi j'avoue que j'ai découvert tout ça par le biais de cette BD parce que je m'étais pas tenu au courant de cette histoire. Et c'est sympa, c'est rassurant, c'est plaisant de savoir que il y a tout un tas de gens qui font bien attention aux médocs qu'on ingère et tout. Ça m'a fait plaisir et je me dis en fait je suis content de pas me médiquer. C'est affligeant, c'est super intéressant. Moi je trouve ça très bien fait et très bien documenté. Et c'est super intéressant, mais franchement c'est affligeant parce que voilà, c'est dégueulasse. Tout ça, c'est encore une
une histoire de pognon de merde. Et puis, tant que les bonnes personnes s'en mettent plein les poches, c'est pas très grave. Voilà. Donc, ouais, bien, franchement bien. Moi, ça m'a appris plein de choses, notamment le fait que pour la blagouze, je ne savais pas que on ne pouvait pas retirer à titre posthume une Légion d'honneur. De même que ça m'a conforté dans l'idée que notre Légion d'honneur ne veut plus rien dire depuis qu'on la donne à ce genre de personnes. Et pour la blagouze, j'ai appris quelques jours après qu'apparemment Jeff Bezos avait été décoré de la Légion d'honneur aussi. Voilà. Il y a un certain Libanais aussi qui a été décoré. Donc je trouve, voilà, c'est bien, c'est beau, c'est quand les décorations de nos héros de guerre servent à faire de la politique, bravo quoi, super. Mais après, si le sujet vous intéresse, ça vaut le coup de le lire, c'est très très intéressant. Par contre, faut pas le lire quand on est soi-même sous médication. Il faut pas le lire quand on est un peu dépressif, parce que là, clairement, on n'est pas bien. À la fin, il y a une petite pétition, justement, pour rebondir sur ce que tu disais, pour retirer à Jacques Servier, en l'occurrence, à titre posthume, la dignité de la Grande Croix de la Légion d'honneur, puisqu'en fait, la Légion d'honneur, dans son insertion la plus haute, c'est la Grande Croix, la Légion d'honneur, et celle-ci, on ne peut pas la retirer. Voilà. Dans les autres, apparemment, c'est jouable, mais celle-ci, vu que c'est le top niveau, tu vois, on ne peut pas. Voilà. Bon. L'idée, c'est de faire changer la loi. Eh bien, contrairement à ce que vous pourrez croire, je trouve que cette bande dessinée a de la mise en scène et a une façon de raconter qui est intéressante. C'est-à-dire que justement, ça se veut factuel, mais il y a une façon de raconter, de faire intervenir Hippocrate en tant que narrateur secondaire pour dynamiser la narration, de jouer avec différentes timelines sur l'histoire de l'isomédrine et l'isoméride. Voilà, l'isoméride et les autres médicaments, de faire se croiser des fils au niveau de l'enquête, de montrer quelques scènes du gars qui reçoit des fleurs, des couronnes de fleurs devant sa porte parce qu'il tente de dénoncer les trucs. Il y a un dessin qui est assez caricatural et qui s'amuse à caricaturer tout ça. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Mon seul petit reproche, parce que je pense que c'est important de l'avoir à l'œil quand on lit cet album-là, c'est que ça reste quand même une bande dessinée de personnes qui ont été longuement engagées dans un combat. Donc Irène Frachon et Eric Giacometti, donc quand tu es longuement engagé dans un combat. Et parfois, je trouve qu'il y a un petit biais de... Il y a des faits, et puis de temps en temps, je trouve qu'ils font des raccourcis sans dire c'est un fait, mais quand même la coïncidence est grande. Et parfois, je trouve que voilà, on sent que c'est très très... ils ont leur point de vue, hein, et qu'ils se défendent, parce que je trouve que c'est un petit peu trop, tu vois, mais la coïncidence, alors qu'ils n'avaient pas besoin de pousser à ce niveau-là, et que les faits en eux-mêmes suffisent pour montrer ce qu'ils veulent montrer. Alors après, quand ça fait 20 ans que tu te bastonnes pour arriver à avoir gain de cause... Ah non, mais je suis tout à fait d'accord. Je pense que de temps en temps, tu craques un peu. Rester modéré dans ces conditions-là, c'est un peu compliqué. Que pour avoir une lecture critique de l'album, il faut garder ça à l'esprit. Ce qui, par rapport à leur conclusion de ce qu'ils veulent dire, etc., je suis tout à fait... je crois totalement ce qu'ils racontent. Je ne vais pas balancer les théories du complot, etc. Mais de temps en temps, il y a quelques facilités, tu le sens... qui font que on est un peu moins dans le documentaire, mais qu'on est dans le parti pris. Voilà. Mais sinon, ça reste très très bien fait. Vas-y, Thio, tu allais tracher sur ce que j'allais dire. Ouais, mais non, en fait, je vais pas relever. J'irai pas jusqu'à un coup de cœur à donc, non, moi j'ai trouvé que alors, c'est édifiant, c'est comme toutes les enquêtes que tu regardes, que tu peux avoir... on va dire sur les journalistes d'investigation qui vont te faire des reportages cache investigation ou voilà du coup des bouquins, la revue dessinée quand on la lisait à l'époque, quand quelqu'un l'a acheté, mais qu'il a arrêté. Oui, parce que j'avais trop de retard sur la lecture, il y avait trop de textes. Il y a trop de textes, c'est enfin bon, choses qui sont écrites quoi. C'est ça, quand c'est écrit, c'est. Mais sinon c'est édifiant, sur tout ce qu'il est possible de faire au mépris de la santé quoi. Mais bon, voilà. Mais c'est un très bon bouquin à lire voilà, pour te mettre en phase avant d'aller manifester.
C'est compliqué en fait à lire comme bouquin. Outre le fait que ce soit un putain de bouquin de gauchistes de merde qui sont pas foutus de comprendre que les gens ont le droit de gagner des milliards. Bah ouais, franchement. C'est compliqué à lire parce que c'est lourd. C'est lourd parce que sur la forme, c'est quand même très très verbeux. Donc l'intérêt de la bande dessinée pour le coup est pas énormissime. Effectivement, la présence d'Hippocrate, certains... Ils ont essayé de trouver des trucs, certains petits schémas, etc. Voilà, moi, ils ont essayé pour alléger. Il y a de nombreuses années de ça, on avait lu notamment un bouquin, le petit personnage du Monopoly là, sur l'économie, j'ai oublié le titre, qui était, je trouve, beaucoup plus dynamique sur des sujets qui étaient au moins aussi compliqués à expliquer. Donc, de ce point de vue-là, c'est un peu lourd. Mais de toute façon, le fond du sujet est lourd. C'est-à-dire que on nous explique pendant, je sais pas, 250 pages ou un truc comme ça, que grosso modo, les gouvernements successifs, les présidents de la République successifs, certains futurs présidents de la République, pour ne pas citer Nicolas Sarkozy, avaient déjà été infiltrés ou se sont largement laissés infiltrer bien volontiers à grands coups d'enveloppe et de chèques. J'allais dire Laurent Ruquier ressort ce corps. Mais... Ouais. C'est juste vraiment dégoûtant, dégueulasse, hein, quand même on le saurait. Là on est sur un exemple très concret de situation comme celle-là, et ça montre une fois de plus dans cette période actuelle où on a un gouvernement spécifiquement qui montre un immense mépris pour la population, que ce mépris-là en fait il n'est pas spécifique à ce gouvernement-là, même si celui-là le montre peut-être un petit peu plus ouvertement. C'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps, et que les différents organes de l'État qui sont censés être des organes d'État, donc pour l'ensemble des Français, et pour nous protéger, en fait ne jouent plus leur rôle, parce qu'on les en empêche, parce qu'on a mis à leur tête des gens qui n'ont pas envie de faire leur travail et qui préfèrent recevoir des pots de vin. Et on n'est pas sur des... on se fait enfler de 10% sur le prix du beurre, là. Hein. Là, on détruit la santé de centaines de milliers de personnes, parce que ça a été vendu en France, à travers l'Europe, aux États-Unis en changeant de nom. Le Redux, là. L'Isoméride, donc c'était le même, et ça a traîné depuis X décennies auparavant aussi. Donc voilà, vraiment, c'est un bouquin qui est dégueulasse. Parce il montre du doigt, il le montre bien, c'est des années d'enquête et de recherche lourdes, mais voilà, c'est juste dégueulasse. Quand on a fini la lecture de ce bouquin, on a juste envie de vomir, quoi. Il y a un point sur lequel c'est sous-entendu, mais j'ai parfois un peu des difficultés, c'est qu'ils sous-entendent bien que, attention, la société qui met en place ce médicament, c'est un empire familial, hein, la société Servier. Et à un moment donné, ils disent ce n'est pas comme les autres sociétés pharmaceutiques qui ont un conseil d'administration qui, apparemment, du fait d'avoir plus de personnes qui gèrent et que ce soit plus régulé, entre guillemets, en intérieur, je pense pas qu'elle soit irréprochable forcément. Non, parce que de toute façon, les organes de contrôle ne jouent plus leur rôle, donc que ce soit sur Servier ou sur d'autres. Tu sens à un moment donné qui t'explique que le fait que ce soit une sorte de dictature médicale a facilité ces approches-là aussi. C'est ça. C'est un laboratoire particulier, Servier, qui effectivement a été dirigé par une seule et même personne. Alors depuis, la personne a changé puisque le mec est mort. Le père Servier sans être puni. Mais sans avoir été jugé coupable et ne s'étant jamais excusé. Et effectivement, c'était quelque chose de particulier où les organes, les docteurs, les pharmacos étaient tous au courant du fait qu'il y a une exception française sur le laboratoire Servier qui fonctionnait déjà en interne de façon sectaire et en externe avec énormément d'infiltration des gens au pouvoir, ou futurement au pouvoir. Ça reste en tout cas une BD vraiment intéressante à lire si vous vous intéressez au milieu médical. La couverture résume tout. Oui, résume plutôt pas mal. Voilà, donc Mediator. Le pauvre caducé, il a salement morflé. Un crime chimiquement pur de Éric Giacometti, Irène Frachon, François Duprat, Paul Bonin, chez Delcourt pour 23,95 €. Le dit du Genji. Un manga de Michael Wilson au scénario, d'après Murasaki Shikibu, et dessiné par Inko Ai Takita, aux éditions Synchronique, que je ne connaissais pas du tout, que je découvre pour 24,90 €. Guillaume, connaissais-tu les éditions Synchronique ? Oui, regarde, on a vu le dit du Genji, quoi. Ouais, ils ont fait quoi d'autre ? Ils ont fait le dit du Genji aussi, je crois. Vas-y.
Bon, Thierry, Je connaissais Merci. Tu peux arrêter tout de suite le chrono, c'est long. Non, tu auras ton chrono pour qu'on sache bien que t'as Alors, donc le dit du Genji, c'est un texte fondateur de l'imaginaire japonais. Il relate la vie du prince Genji, donc le radieux, dans l'ambiance de la cour impériale de Heian, c'est l'actuel Kyoto. Il est né d'une idylle tragique entre l'empereur du Japon de l'époque et sa favorite, Dame Kiritsubo. Le Genji est donc un prince au destin tumultueux. Alors, tumultueux, pourquoi ? Au fil de ses amours, le Genji explore l'univers féminin, en apprécie les qualités morales, esthétiques. La morale, on en parlera plus tard. Il façonnera, du coup, dans son esprit, la femme idéale. Et il va la façonner également de façon réelle en élevant une jeune fille avec qui il formera plus tard un couple séparé uniquement par la mort. Il est écarté du pouvoir, il est embarqué dans les vicissitudes de la cour où il évolue parmi une foule d'admirateurs dévoués parce qu'il est extrêmement beau et il est adulé. Il y a également des rivaux acharnés parce qu'il pourrait très bien occuper une place politique bien plus prépondérante, mais il n'y tenait pas particulièrement. Et il se distingue donc à la cour par cette extraordinaire beauté, une finesse dans son éducation, dans sa façon d'appréhender les femmes, qui lui attire donc de nombreuses maîtresses. Pouvoir, amour, trahison, j'ai pas dit amour, gloire et beauté, et c'est donc au milieu de ces intrigues de cour que se nouent des relations passionnées, tentant d'assurer la pérennité de sa lignée. Le Genji n'a de cesse de côtoyer le trône du chrysanthème, donc c'est le trône de l'empereur du Japon, mais sans jamais vraiment y accéder. Alors, on va rentrer dans l'analyse, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, ça, ce n'est qu'un petit morceau de l'œuvre originale. Donc c'est présenté comme une histoire vraie. Le dit du Genji, donc personnage qui est un prince de sang, nous offre une plongée dans le Japon de l'époque Heian. Donc on se situe entre 794 et 1185. Donc on est loin. Donc on en reparlera tout à l'heure sur la place de la femme. On est dans la cour impériale du Japon, qui est installée donc là, à Kyoto. Le dit du Genji a été écrit en l'an 1000 par Murasaki Shikibyu. Qui était la dame de compagnie de l'impératrice. En réalité, il est attribué à une femme dont le vrai nom est parfaitement inconnu. Murasaki, c'est le nom du personnage féminin principal, tandis que Shikibu, c'est juste la fonction du père de l'autrice, a priori, qui était un lettré à la cour. Donc c'est un espèce de montage pour arriver à trouver un nom d'auteur, mais en réalité, on n'a pas le nom réel. Le texte avait été très prisé par la noblesse, puis ensuite dans un public plus élargi. Au cours des siècles suivants, le roman inspira des poètes, des peintres, des écrivains, des dramaturges, et c'est donc, paraît-il, l'œuvre la plus célèbre dans la littérature japonaise, et il est considéré aujourd'hui comme le premier roman psychologique au monde. Voilà, donc on a un petit morceau, on pourrait être sur un manga X, Y ou Z. Non, pas du tout. C'est une œuvre majeure pour la littérature japonaise. Quoi qu'il en soit, c'est donc l'un des textes fondateurs de l'imaginaire nippon. Il aborde de façon poétique et raffinée des thèmes très variés, les mœurs et les coutumes de l'époque, bien sûr, la splendeur et la décadence de la cour impériale, la place de la femme noble, parce que le peuple, on s'en moque un petit peu, et des thèmes beaucoup plus universels comme l'amour, la séduction, la jeunesse, la vieillesse, l'éducation, la beauté, le pouvoir. Voilà, c'est une œuvre monstrueuse. Dans ce manga, l'adaptation traite uniquement de la première des 3 parties du roman original et n'aborde donc que le personnage du Genji et pas sa descendance. On est sur... Voilà, c'est pour ça que je t'avais dit d'arrêter. Les us et coutumes à la cour, je vais passer. Il y a plein de choses. On parle de la jeunesse, on parle de la façon de devenir vieux. Et oui, il y a 40 ans déjà. On reste dans le milieu des nobles, de la peinture du Japon au 11e. C'est des choses qui sont historiquement intéressantes. La partie que je trouve la plus intéressante, c'est la place des femmes. Le Genji, c'est un homme d'une beauté à peu près surnaturelle. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je regardais juste la vidéo. On t'écoute, continue. Ok. Écoutons, t'as pas coupé. Ah Bref. non. Oh, t'as pas coupé du tout. Fais pas la mauvaise foi, on n'a rien dit. Je continue. Donc, le Genji, c'est un homme d'une beauté absolument surnaturelle. C'est un grand séducteur. Au fil des récits, il a donc de multiples maîtresses qui deviendront des épouses ensuite officielles. Il n'hésite pas à les harceler pour obtenir ce qu'il veut. Alors, une tentative de viol pour commencer sa première histoire d'amour. Il la presse tant qu'une autre tombe malade. Et la notion de viol, en fait, ou de consentement n'est jamais abordée. On parlera éventuellement de liaison. L'acte sexuel non plus n'est pas explicite. Mais bon, c'est quand même assez présent entre les lignes. Alors,
c'est pas un réquisitoire, c'est pas non plus une complaisance dans tout ça. Il faut replacer les choses aussi dans l'époque. C'était il y a à peu près 1000 ans. Donc non seulement c'est pas une succession de viols, mais surtout il faut vraiment remettre ça dans son contexte. Même si on exigeait beaucoup des femmes, elles sont toutes globalement respectées. Certaines ont même beaucoup de pouvoir. On ne les montre que rarement, parce qu'elles doivent rester derrière des panneaux, elles ne doivent jamais se montrer si elles sont mariées, si elles ne sont pas mariées, etc. Elles doivent rester vraiment loin des hommes. Et quand on met ça en rapport avec la condition de la femme en Europe occidentale, c'était le Moyen-Âge, on est sur des choses beaucoup moins glorieuses. Histoire de réhabiliter un peu l'image du Genji, une fois passé les erreurs orgueilleuses de sa jeunesse, il est étonnamment d'une grande fidélité envers les femmes qu'il a aimées. Il ne les abandonne pas, et c'est pas je m'en sers, c'est des Kleenex. Non, à chaque fois, il les choisit, il leur construit des palais. Bon, à la fin, il les réunit un petit peu, il y a un petit côté sérail. Mais bon, elles sont toutes bien chouchoutées, confort, sécurité, tout ce qu'il faut, il leur rend visite. Et certaines relations amoureuses se transforment même en amitié respectueuse. Bref, l'intériorité des personnages tient une place cruciale dans ce roman. C'est pas du tout une histoire d'action. Murasaki Shikibu, on va dire, offre à ses personnages principaux ou secondaires plusieurs facettes. C'est assez, même dans ce premier tome, on sent qu'il y a de la profondeur dans les personnages. Elle dissèque énormément les relations amoureuses, jalousie, désir, frustration, les doutes, les lassitudes, etc. Le récit est très lent, très méditatif, mais ça illustre assez bien l'expression mono no aware, qu'on pourrait traduire par une douce nostalgie pour les choses du passé. C'est une lecture qui est parfois laborieuse, mais on sent le conflit entre la lenteur du texte original et la nécessité de faire rentrer autant d'informations que possible, ainsi que l'atmosphère, dans ce format manga, qui même s'il ne représente pas que 35 pages, est quand même peut-être un peu compliqué pour arriver à retranscrire toutes les subtilités du roman original. Alors, j'avoue, j'ai pu lire que quelques chapitres, mais je vais juste dire 2-3 mots. Parce qu'il y a quand même une préface que j'ai trouvée assez hallucinante de l'adaptateur. Hein. Et en fait, c'est une préface, oui, s'excuse de dire « Ouais, c'est un gros bouquin, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. » C'est un peu ce qu'il fait. Tu fais « Ouais, ok. » Mais quand même, comme je suis un mec sympa, je vais vous donner le nom de tous les personnages qu'il n'y a pas dedans parce que c'est important. Et là, tu fais, ok, mais en fait, tu nous fais des annexes du Seigneur des Anneaux, mais au début. Donc, les trucs chiants qu'on lit pas dans le Seigneur des Anneaux, mais tu le mets d'abord, histoire qu'on puisse bien suivre. Et je t'avoue que déjà, moi, j'ai commencé à dire ça comme ça. Je fais, le gars, j'ai pas commencé à lire son bouquin que déjà, il me prend un peu à l'envers, tu vois. Et puis, j'ai commencé et c'est mou, quoi. C'est dur. J'ai pas réussi à aller très, très loin. Ça m'est un peu tombé des mains. Donc, je vais laisser les gens qui ont réussi à aller jusqu'au bout en dire un peu plus. Thio. Alors, j'ai trouvé ça très long, malsain. Ah oui. Mais alors très malsain. Alors c'est vrai, une question d'habitude, ça. On peut se dire qu'il faut le regarder avec l'œil du gars du premier millénaire. Ouais, ok, mais enfin quand même. Ouais. Grosso modo, on est en train de faire quand même un bouquin sur... Alors, je suis d'accord, hein, c'était un roman d'avant, ok. Mais quelle est l'utilité de faire un manga, en fait, sur un gars qui, donc, du coup, s'occupe de filles plutôt très jeunes, qui les garde au chaud pour pouvoir... Pas toutes. Ouais, pas toutes, hein, parce qu'il faut aussi de la vieille. Ouais. Pour se les garder au chaud, s'en occuper, puis revenir un peu de temps en temps. Le viol, c'est pas un problème. Enfin, le consentement, ça n'existe pas à l'époque, donc c'est pas un souci. En fait, quelle est l'utilité de revenir à faire un manga aujourd'hui sur un roman qui aujourd'hui ne passerait aucune règle et serait juste brûlé et passé au pilori? On va pas reparler de Bastien Vives. Détends-toi tout de suite, bois ton verre de vin. Non, j'allais juste te dire, il y a un intérêt ici quand même, c'est d'éveiller, et ça, c'est une des qualités de ce manga, on va dire, sur un ouvrage que je connaissais pas et qui, je pense, effectivement, est historiquement super important. C'est ça. Mais alors, non, les loulous, je suis choqué. Hein. Moi, je veux bien éveiller à l'historique, mais éveiller sur un truc historique qui aujourd'hui est moralement plus que répréhensible. Alors non, mais est-ce que dans ce cas-là, relis le roman, faire un bouquin pour te dire, il y avait un roman super malsain qui était à l'époque. Je suis assez d'accord. Bah ouais, ok, super, il était malsain. Marquis de Sade aussi a fait des bouquins malsains. Bon, il y a, je crois, pas beaucoup de monde qui en refait une BD tout de suite là sur le Marquis de Sade, quoi. Il y en a eu. Il y en a. Crépax. J'ai pas dit qu'il y en avait pas.
Je te remercie. Je t'ai dit récemment, il y a personne qui en a refait une, tu vois, parce que c'est pas non plus un grand intérêt. Après, je crois pas que je pense que c'était la première fois qu'il était adapté dans ce genre de médias. Et c'est ce qu'il essayait de dire aussi dans la préface que il s'excuse, et comme il dit Pierrick, il s'excuse, il sait que l'adaptation sera pas bonne et il sait que c'est pas vraiment le meilleur des médias pour faire une adaptation du dit du Genji. Mais pour autant, il avait envie de le faire. Bon. Ouais. Pour moi, personnellement, le seul intérêt que j'ai trouvé au bouquin, c'est que, étant un gros bouffeur de manga à la base et m'intéressant un petit peu à la culture nippone, moi j'avais déjà entendu parler du Didu Genji. Je savais que c'était une œuvre fondatrice, que c'est une des plus importantes de la littérature japonaise et tout. Pour autant, je l'ai jamais lu. J'ai jamais lu aucune traduction, parce qu'en original, je serais incapable de le lire. Aucun effort. Voilà. Et le fait de le lire en vrai, tu dis, bon, allez, pourquoi pas, on va mettre le pied à l'étrier. Moi, je suis complètement passé à côté du manga. Je trouve que j'ai vraiment du mal avec le média, pour ce bouquin-là, en tout cas. Et oui, il faudrait que je lise le bouquin pour me rendre compte de ce que c'était. Après, je pense pas que... Enfin, c'est un peu compliqué d'aborder ce type de sujet de toute façon, puisque oui, maintenant, avec nos yeux de maintenant, c'est répréhensible et oui, c'est très 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 limite. Pour autant, c'était pas du tout perçu de cette façon à l'époque, et le non-consentement était normal, même si c'est horrible de dire ça. Si je puis me permettre, au Japon, ça reste un souci majeur aujourd'hui. Hein. Oui, en plus, mais encore bref. Aujourd'hui. Hein. Ce que j'en avais retenu avec les personnes, quand j'en parlais avec certaines personnes qui me racontaient un peu le bouquin, etc., c'est que en fait ça parlait donc de nature humaine, d'hommes, de femmes, de poésie beaucoup, puisqu'il s'exprime énormément en poésie. Ce qui n'est pas là-dedans, ce sont toutes les poésies qui sont dans le bouquin original. Il y en a quelques-unes quand même. Et Oui. en fait, moi je trouve que le manga, il y a un bel effort. Hein. C'est pas que le bouquin en lui-même il soit mauvais. Je trouve qu'il fonctionne bien. Mais par contre, je trouve qu'il est... Enfin, je suis passé à côté. Je suis vraiment passé à côté de l'œuvre. Et je pense que c'est lié aux médias. Pas à la qualité du travail, parce que je trouve que vraiment, il y a eu un bon travail, mais je pense que c'est le média qui n'est pas du tout adapté au bouquin. C'est ça. Au-delà du média, c'est le nombre de pages. Moi, je trouve qu'au contraire, l'apport dans certaines scènes pour retranscrire l'atmosphère est plutôt bien foutu parce que le dessin est particulièrement soigné et bien réussi. Par contre, le nombre de pages fait qu'on ne peut pas arriver à tout faire rentrer dedans. Donc, quand il y a besoin justement de contemplation, on manque de pages, on manque de temps pour arriver à être dans cet esprit de contemplation. Et on passe d'époque en époque, de temps en temps, on saute des années entières ou même plus, parce qu'il va passer d'une conquête à une autre. Et on comprend qu'on a sauté un certain nombre d'années parce que la conquête précédente, on voit qu'elle a vieilli. Ou que d'un coup, elle est tombée malade. Et que, voilà. Ça devient compliqué, effectivement. C'est pour ça que je pense qu'il y a cette préface qui vient nous expliquer un petit peu les contraintes du traducteur. Est-ce que c'était en lien justement avec l'éditeur ou est-ce que c'est lui qui a décidé de le finir dans ce format-là? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que la contrainte du format a endommagé, on va dire, le travail de traduction et de transcription. Surtout que... Enfin, j'ai peur de dire une bêtise, j'en sais rien. Mais je pense que c'est pas une bande dessinée japonaise. Mais c'est pas une bande dessinée au départ. Non, mais je parle du manga. Le manga qu'on a là, je pense que c'est pas une bande dessinée japonaise. Je suis pas sûr que Michael Wilson soit... Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi une traduction d'une traduction. C'est-à-dire qu'il y a une réinterprétation du fait d'une culture occidentale par rapport à une œuvre orientale qui va en plus à créer une forme de déformation derrière. Mais moi, au-delà de cette excuse qu'il n'arrivera pas à tout mettre, mais qu'il arrive à faire connaître, je te dis, moi, ce fait qu'il nous balance tous les noms au début avec leur fonction des gens en nous disant mais ils ne seront pas dans l'histoire que je vais faire, j'ai trouvé ça bizarre. Tu vois ce que je veux dire? C'était une sorte de repentir du c'est tous les gens dont j'aurais aimé parler, mais je peux pas, quoi. Tu vois, voilà, ça m'a un peu étonné. Bon, juste comme ça, quand même, le Sean Michael Wilson, il a quand même été... il a eu en 2016 l'International Manga Award pour je ne sais pas quel bouquin, et il a été nommé au Eisner Award la même année.
Donc, si tu veux, le garçon, il a... Voilà. Voilà. Là, il a raté son coup, quoi. Et il fait des bandes dessinées, que ce soit en France, en Angleterre ou au Japon. Donc voilà, il a quand même un passif avec le manga. C'est pas simplement, il a pas fait du manga pour ce bouquin-là, quoi. Oui, non, mais voilà, mais je dis juste que ça m'a... Voilà, j'ai mis des doutes, je connais pas bien. Le dit du Genji, donc, de Michael Wilson, d'après Murasaki Shikibu, dessiné par Inko Aitakita, chez Synchronique, pour 24,90 €. Vous savez quoi, là, en 2 BD, on vous a déjà presque piqué 50 € si vous vous foncez dessus. Donc on va faire court, soutenez-nous sur Tipeee, cliquez sur les images des BD pour aller acheter des trucs chez Bubble, chez votre libraire, parlez de nous autour de vous, et ce sera vachement cool. Et merci à Matt Deka, Chevon, Warloff, Stéphane, Cobal et Boob. Tu as récupéré du temps, c'est bien, Pipi. Ouais, je sais, je fais ce que je peux pour te rattraper. Mais Jamais tome 2. C'est un peu compliqué, hein. Scénarisé, dessiné et colorisé. C'est sûr que quand on doit chroniquer un Pif et Hercule, c'est un peu plus rapide. Par Bruno Duhamel, chez Grand Angle, pour 16,90 €. T'as vu comme il Il y est a méprisant. beaucoup de choses à dire. T'as vu comme il est méprisant. Vas-y, je t'en prie. La prochaine fois que je vois, je lui dirais que tu l'as comparé à Pif et Hercule. Voilà. Après, tu pourrais nous parler de Pas fait en cul aussi. C'est une BD qui existe vraiment. Voilà. Laurent Ruquier. Aux éditions même pas mal. Des Marseillais, monsieur. Oui, même pas mal, justement. Pas fait en cul. Vas-y, Thio. Jamais. Bruno Duhamel. Je suis pas certain de pouvoir faire une transition avec ça, mais bon. Donc, sans transition. Voilà, quand l'histoire se répète, donc il faut de toute façon maintenant se retrouver donc à Trouménil, sur la côte d'Albâtre en Normandie. On est donc avec notre bonne vieille Madeleine. Voilà. Qui est donc toujours toute seule sur sa falaise, avec cette falaise qui s'effondre à cause de la montée des eaux, le réchauffement climatique, tout ça. Et donc, c'est pas les zadistes. Et non, le maire, donc voilà, la maison est au bord du gouffre, et le maire aussi est au bord du gouffre, parce qu'en fait, depuis qu'il a essayé de virer Madeleine, tout le monde lui tombe sur la gueule, quoi. Les journaux, Madeleine, qui est devenue une sorte d'icône no pasaran. La falaise, qui est un lieu de pèlerinage, désormais les gens viennent voir. D'ailleurs, le petit Churchill, on a un souvenir ému de son petit passage. Les touristes qui affluent, parce que forcément, on se dit que c'est l'hype, c'est the place to be, cette petit endroit en Normandie, beau. Mais bon, maintenant, Madeleine a 91 ans, elle est aveugle, elle ne veut toujours pas aller à la maison de retraite, elle veut vivre là jusqu'à la fin de ses jours. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce bouquin ? Moi, je trouve que le coup de crayon de Duhamel est quand même très expressif. On a un personnage qui est bien sympa, des couleurs qui sont bien pimpantes, ce qui donne un côté un petit peu... Ouais, ça pimpe un peu, tu vois. Il y a un petit peu les étoiles, ça vous plaît, ça je sais. Ça y est, je t'ai mis. Les rebondissements sont super présents. Ok. Les rebondissements sont super présents. Un humour qui là aussi est là, mais je trouve que le fond du scénario n'est pas non plus que dans les rebondissements et dans l'humour qui est mis en place par les différents personnages. On va aussi s'intéresser donc à l'écologie, à la politique, aux médias, aux réseaux sociaux, plein de sujets qui sont traités. Je trouve que c'est une BD de jeunesse qui est à la fois drôle, amusante. Je fernis, je te remercie, mais encore une fois... Il fernie, merde. Voilà, je fernis et je t'emmerde. Voilà. Donc une BD jeunesse que je juge moi pour la jeunesse, je trouve drôle et je trouve qu'elle parle avec beaucoup de légèreté de sujets qui sont quand même beaucoup plus profonds. Merci de m'avoir coupé ma conclusion, Pierrick. Encore une fois. C'est juste que c'est toujours un truc qui te fait. Est-ce que quelqu'un veut en parler ? Je vais prendre la direction comme ça. Du coup, je vais passer la main aux gens qui voudraient parler avec beaucoup de respect et de bienveillance. Moi, je vais faire simple. Je vais mettre un coup de cœur. Ah ben voilà, ça j'aime bien. Tu vois, ça. Vas-y, c'est direct, c'est cash, c'est pistache. C'était pas forcément évident de prendre la suite du premier tome. Ouais. Et c'est fait de manière assez maligne, assez intelligente. On retrouve donc certains des personnages du premier tome, donc ça fait toujours plaisir. Et on a une évolution des problématiques, une évolution de la falaise, du coup, et des problématiques. Donc ça marche bien ensemble, avec des petits rebondissements qui sont, somme toute, pas totalement improbables. Pas totalement, mais... Pas totalement improbable. Ça passe. Ça passe. Mais c'est bien, parce que c'est quand même construit en mode, c'est pas TGCM, c'est pas ta gueule, c'est magique. On essaye quand même de l'inscrire dans ce qui s'était passé avec le mari de la petite vieille. Donc voilà, ça fonctionne bien. Moi, je trouve que le scénario est assez intelligent. Et
Et il est ancré en plein dans ce qu'on a aujourd'hui. On a l'extrême droite qui monte, on a des factions de police un petit peu dissidentes qui se mettent en place. On a une espèce de tourisme écologique qui se met en place. Moi, de toute façon, je m'en fous, je fais ce comme je veux, même si c'est dangereux, j'y vais quand même. Et après, il y aura toujours un con pour venir me sauver. Voilà. Et je trouve qu'on est vraiment, vraiment dans quelque chose de très actuel. C'est de ce côté-là, de ce point de vue-là en tout cas, très parlant. Et on y rentre très volontiers. Donc voilà, pour moi, c'est un deuxième tome qui fonctionne parfaitement bien et ce diptyque est pas qu'enfantin, est très intéressant. En fait, du coup, même les tomes, tu pourrais les lire indépendamment. Complètement. Ouais, c'est-à-dire que celui-là, il faut avoir le... le plaisir du premier et la mise en contexte du premier. Mais effectivement, on pourrait tout à fait presque les lire de manière... le côté du difficile, c'est que le tome 1, je pense, n'avait pas vraiment de tome 2 prévu. Je suis pas sûr que Duhamel avait prévu dès le départ raconter une histoire. Honnêtement, j'en sais rien, mais et qu'il a dû d'un coup avoir une idée qui lui permettait de le faire et de faire que ça tienne la route, parce que il est plutôt dans le one shot Duhamel ces derniers temps. Sur des sujets, il reste dans ces sujets-là un petit côté cynique, c'est-à-dire que sans être anti-écolo, il t'explique que il y a des écolos qui sont un petit peu juste écolos pour être dans l'air du temps. Écoloufoque. Voilà. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que des personnages qui étaient un peu les méchants du premier tome se dévoilent sous un autre jour. Comme le maire. Ouais, le maire, voilà, qui montre que c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Il n'y a pas ce côté, justement, voilà, si, il s'est fait ses grands méchants. Être maire aujourd'hui n'est pas facile. Il s'est fait ses grands méchants avec l'extrême droite qui fait nawak derrière. Donc il y a un petit côté revendicatif. Mais d'un autre côté, il te montre que, voilà, il y a pire que ce pauvre maire qui fait ce qu'il peut aussi pour aider sa population. Voilà. Moi, j'ai passé un très très bon moment. J'adore le dessin de Duhamel en plus. Je suis très très fan de cette écriture. Le flic black est magnifique. Ouais, très très bon. Guillaume. Moi, j'ai une question. Le coup de cœur, c'est sur les deux ou seulement sur le 2 ? Les deux. Ah bah alors ça va, c'est bon. Je valide. Pourquoi ça aurait été que sur le 2, tu l'aurais pas mis Juste pour faire chier, ouais. Juste pour faire chier. Non, j'aurais dit il faut sur les deux, quoi. Disons que pour moi, c'est difficile d'apprécier le 2 si t'as pas lu le 1, parce que t'as tout un contexte. Oui, mais alors après, je dis ça parce que moi, j'ai découvert le 1 tardivement en lisant le 2, justement. Donc, comme il y avait le 2 à lire et tout, je dis, quand même, je vais lire le 1, tout le monde me dit que c'est bien. Et donc, je l'ai découvert tardivement, là. Je l'ai lu il y a quelques semaines. Et moi je suis à fond, j'adore. J'aime beaucoup Madeleine, je la trouve magnifique cette mamie. Je la trouve géniale. Fan de la mamie. Ouais, j'aime bien j'aime bien. Alors je vais revenir sur c'est un peu gros, mais ouais, ça passe. Non, je trouve juste pour moi, il utilise juste le principe de la caricature pour exacerber les traits qu'il veut montrer, sans forcément casser le réalisme probable derrière. Enfin, réalisme probable, ça veut tout et rien dire ça. Mais de fait, c'est une caricature, donc c'est pas complètement réaliste. Mais l'idée, c'est qu'il abîme pas le sujet derrière, juste il l'exacerbe un petit peu en faisant bien comprendre pour que ce soit facilement compréhensible par tout le monde, quoi. C'est pour ça, entre autres, qu'effectivement, les jeunes pourraient le lire et rentrer dedans et suivre et comprendre. C'est tout public, parce que c'est pas... Mais moi, j'ai un gros coup de cœur sur ces deux bouquins, je les trouve excellents. Ouais, c'est très malin. Donc, merci Bruno Duhamel, parce que malgré nos dissensions, notre mauvaise foi, le fait qu'on se Surtout coupe, la tienne. Non, merci, ta mauvaise foi, surtout. Nous arrivons à tous nous réunir pour aimer une même BD. Et c'est ce qu'on appelle un vrai coup de cœur. C'est quelque chose que, malgré nos différences, nous pouvons tous aimer. Parce que... En fait, là, t'en fais trop. Tu veux passer à la suite ou pas ? Ouais, bon, c'est un coup de cœur. C'était jamais de Bruno Duhamel chez Grand Angle. Oh, toi, 90. Ed Brubaker. Ed Brubaker, vous connaissez sans doute cet auteur pour tout ce qu'il fait avec Sean Murphy au niveau de Fatal. Il a fait travailler sur Sleepless aussi. Beaucoup de séries de polar noir. C'est un pro du polar noir. Il en a fait de très très bons. Des séries que j'ai adorées. J'ai pas lu ces derniers trucs vraiment noirs qui font un carton et qui se vendent très très bien. Mais là, j'avais l'occasion d'avoir ça. Et puis j'avais l'occasion d'avoir aussi Oscar Martin, qui est un auteur que j'avais bien aimé. Je sais même plus dans quoi, mais j'avais bien aimé. Je me suis dit, jetons-nous, demandons-le en SP. C'est cool. Et là, je tombe sur quelque chose. Merde. C'est pas vraiment du Ed Brubaker, c'est Friday. Donc,
Ed Brubaker au scénario, Marcos Martin au dessin, Munsa Vicente à la couleur chez Glénat pour 19€. De quoi est-ce que ça parle ? Nous avons donc Friday Fitzhugh qui revient dans son bled de King Hill pour les fêtes. Elle s'est cassée de son bled parce que elle est allée faire ses études, quoi, hein, tout simplement. Sauf qu'en gros, on découvre très rapidement que dans sa jeunesse, Friday, c'était ce genre d'enquêtrice qu'il y a dans les histoires jeunesse pour enfants, genre Club des 5. Scooby-Doo. Ouais, Scooby-Doo, Club des 5, ce genre-là, ouais, c'est ça, totalement. Qui résolvait avec ses meilleurs amis des crimes, sauf qu'il s'est passé le truc qui n'arrive pas dans ces histoires-là. C'est qu'à un moment donné, deux des personnages s'embrassent, quoi. C'est-à-dire que c'est surtout qu'ils vieillissent, ils grandissent. Voilà, ils grandissent. Et donc, elle s'est cassée faire ses études après avoir embrassé son un peu meilleur pote dans des circonstances un petit peu tordues, et ils ne se sont pas parlé depuis. Et là, elle revient dans le bled, et elle se retrouve tout de suite lancée sur une enquête. Non. Tu l'as vu ou pas Friday, il me semble que oui. De quoi? Parce que Non, moi, il me semblait qu'ils étaient allés plus loin que le petit bisou, mais... Oui, mais c'est... Ah oui, Oui. oui, ils sont allés plus loin. Totalement, oui. Ils sont allés plus loin que le petit bisou. Mais Ah bon. merde. Ils ont fait un gros bisou. Ils ont fait un gros bisou. La question, Mais- c'est où? C'est quelle page? J'ai pas vu. Mais il n'y a rien à voir, en fait. Il n'y a rien à voir. Non, c'est traité de façon très, très sobre. Ah, mais c'est pour ça que j'ai pas compris. Attends qu'on voit pas. Et quel bourrin, celui-là. Et donc, elle se retrouve très vite embrigadée dans une nouvelle enquête que son meilleur ami, qui est un génie, un gars qui a une mémoire de malade, qui est à fond sur les enquêtes de crimes, etc., se lance dedans. Et en parallèle, elle essaye de gérer un peu ce petit problème de jeune femme, de dire, va peut-être falloir un moment qu'on en parle, quoi, qu'on arrive à casser la barrière là-dessus. Et il y a une sorte de mélange entre, c'est que seraient les héros, je disais, du Club des 5 ou de Scooby-Doo s'ils avaient vieilli, s'ils revenaient juste pour les vacances, quoi. Plus une intrigue derrière qui est super intéressante, qui va chercher dans un autre genre que le polar noir, qui est cher à Ed Brubaker, qui va chercher vraiment dans cette romance de polar jeunesse, tout en étant écrit pour les grands. Pour les gens qui ont lu ça plus jeunes, qui pour moi marche super bien. Marcos Martin en plus a un trait qui va jouer vraiment sur une certaine sobriété tout en éclatant le gaufrier quand il faut pour t'en mettre un peu plein la gueule, de te faire des pleines planches avec pas grand chose, de la neige, etc. qui marche bien. On apprécie ou pas le trait, je vois qu'il y a une sorte de... Ah non, il est en train de regarder la page où ils ont baisé. Tu vois, il a un doute. Bref, on attend la conclusion de l'expert pour le final. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette bande dessinée que je ne pourrais que recommander, et j'attends avec impatience la suite, même si je crains que ça ne parte un peu trop dans le côté feuilletonnant, que ce soit le genre d'histoire qui n'ait jamais de fin, alors qu'on a envie de savoir comment ça va finir. Voilà, alors, monsieur l'expert, Non, mais... ils ont baisé, ils ont pas baisé? Ils ont. Maître Capello a dit non. Hein. Pourquoi? Putain, comment tu te la racontes, Maître Capello, quoi, excuse-moi. Ça va? C'est lui qui me dit l'expert. Ton ego Voilà. Ah, elle aussi, elle veut voir, hein, le spectateur. Elle veut voir, voilà. Bon, on continue l'analyse, j'attends votre avis en attendant qu'on Ouais, analyse. aille gérer ce point crucial de l'intrigue. C'est ça changera tout. Hein. Ah, ça change tout. Non mais Evelyne, on t'entend pas, donc Sûrement, arrête de oui. nous chuchoter, tu fais des gros silences quand on t'écoute. Donc vas-y, allez Thierry. Moi, j'ai passé un super moment. Le dessin est vraiment particulier. Et on est loin de Scooby-Doo, justement. Oui. C'est très très loin. Et D'ailleurs, ça manque un peu de clébard. Hein. Mais alors, je suis rentré dedans à fond. Cobal demande Alors- si elle a embrassé le chien. Il y a quand même pas mal d'allers-retours passé-présent. Grosse vilaine. Mais l'enquête fonctionne. La mise en place des personnages sur ce premier tome est très intelligente. Et on dresse le portrait général des personnages, de l'ambiance locale. Du Tu en es en Tibet. direct dans l'intrigue, quoi. Et on est dedans. Voilà, donc ça fonctionne très très bien. Voilà. Pour moi, ça fonctionne très bien. Ils ont essayé, ça n'a pas fonctionné. Ah, ils ont essayé, ça n'a pas Donc, fonctionné. ils n'ont pas baisé. Leur corps était comme deux pièces de puzzle qui n'avaient pas ensemble. Ils ont essayé, donc ils ont fait, mais ça a pas Ça matché. a pas matché, quoi.
Oui, donc tout ça pour dire, à la base, je disais juste qu'ils étaient allés plus loin que le petit bisou. Oui, ça allait plus Donc, loin que le bisou. Ce qui est important, c'est que j'ai raison. Voilà. Les miaou, miaou. C'est ce qui est important. Les trois, ils étaient à fond, là. On était classé X, tu veux. Là, c'est. Ah ouais, mais non, en fait, ils n'ont pas réussi. Il n'a pas réussi à déboutonner la salopette. Je me rends compte que grâce à ces superbes échanges, il va falloir que je dise que cet épisode n'est vraiment pas pour les enfants. Poursuis ce que tu disais, Thierry. Non, mais voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment. Ça pourrait être un coup de cœur. Il faudra peut-être attendre le deuxième tome. Je suis un peu sur le. Non, mais vraiment, c'est une vraie réussite. Bien. C'est une vraie réussite au niveau du dessin qui apporte quelque chose de neuf, qui est très moderne. Et la narration est absolument parfaite. Donc voilà, moi, je me suis régalé en le lisant. Oui, chaque fois. En plus, il y a ce côté de suspense à chaque fin d'épisode. De tadam à chaque fin. Enfin, non, puis il y a plein de pages qui sont découpées différemment. Vraiment, c'est très moderne. Voilà, ça fonctionne parfaitement. Un petit côté Twin Peaks avec le village, avec que des gens bizarres avec des secrets. Il y a plein de scènes psychédéliques. Voilà, là, on est à fond dedans. Hein. Voilà, donc vraiment, j'ai vraiment pas grand-chose à lui reprocher. Hein. Il n'y a pas de temps mort dans le scénario. Ça marche vraiment très bien. Je vais laisser Isaac finir. Un très bon bouquin, une bonne histoire. Après, il y a ce mélange à la fois d'enquête réelle et puis d'un coup, voilà, tu passes dans le fantastique. C'est moi, voilà, ça m'a bien emballé. Un petit X-Files, quoi. Ouais, ça marche bien. Ça marche très très bien. Ouais, mais en mode Goonies quand même, le X-Files. Ouais. Bon, des grands Goonies, quoi. Ouais, des grands Goonies. X-Files. Les Goonie Files. Bon, ben, moi, il est là. Voilà, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé ce petit bouquin qui passe tout seul. Il est excellent. J'ai vraiment beaucoup aimé. Non, mais ne t'inquiète pas, ça va, ne te fâche pas. Mais tu te rends compte, Pierre, que tu en es au point où même sur un Headbreaker, tu mets pas de coup de cœur. Enfin, il y a un moment donné, pose-toi les bonnes questions. Non, mais je me suis posé la bonne question, c'est pour ça que je le mets, quoi. Parce que j'ai adoré, mais après, peut-être que c'est Thio qui va... C'est qu'en fait, non, je suis désolé, j'allais dire... te fatigue pas à dire que tu le mettras pas, mais en fait, c'est bien, mais c'est pas non plus... c'est pas oufissime, quoi. Mais c'est un bon bouquin à lire, voilà. Par rapport à Marie Anning, tu le mets où? C'est pas du tout le même... Alors non, parce que déjà, ce serait gâcher du papier. Mais tu peux en trouver d'autres. Vu l'augmentation du PQ, j'ai envie de te dire... Enfin bon. On passe à la suite ou... Ouais, on passe à la suite. Ah là putain, on a encore pour 2 heures. Oh putain. Œil sûr. Bleach, une marque de produits pour laver ton linge. C'est un peu l'idée. C'est des sorts. Voilà. C'est sur Disney+, vas-y. Alors, Bleach, c'est un peu un truc énorme. Moi, je lisais ça il y a pas loin de 10 ans, hein, un truc comme ça, en scantrad. Un peu plus, hein. Oui, quand je dis pas loin, c'est un peu plus. Parce que ça c'est au moins en 2010, voire un peu plus loin. Donc voilà, bref, pour moi, c'est une petite Madeleine. Puis après, les animés sont sortis, donc je m'étais récupéré les animés. Mais bon, il n'y a jamais eu de totalité en français. Donc après, c'était que des trucs en animé. En animé, ouais, c'était des versions qui étaient. Il n'y a jamais eu de totalité en animé, que ce soit français ou non. Ben voilà, c'était pour ça que je fais une chronique ce soir, en fait. Un petit teaser. Bref, donc l'univers de Bleach, on va dire que ça se découpe en 3 parties principales. Au niveau des lieux, on est dans la banlieue d'une ville qui s'appelle Karakura, c'est pas loin de Tokyo, on est dans une époque contemporaine et on est dans le monde réel. Ensuite, un deuxième lieu qui est la Soul Society, la Société des âmes, c'est là où vivent des êtres qui s'appellent des Shinigami, qui sont, donc littéralement, la traduction c'est Dieu de la mort. Ils sont en habits un petit peu traditionnels, kimono noir. Et un troisième monde, le Hueco Mundo, donc traduction espagnole qui donnerait le monde creux. Et là où vivent les holos. Alors monde creux parce que les holos ont un trou au milieu de la poitrine. Les holos sont donc des monstres qui sont nés d'âmes humaines, qui n'ont pas réussi à trouver le repos. Comme les polos, pardon. Les bonbons, comme un trou là. Vas-y. Me couper pour ça, Pierrick, c'est fabuleux. Et ils se nourrissent d'âmes mortes errantes ou même de personnes vivantes. Pour protéger ça, on a des Shinigami qui ont donc cette fonction de protéger les vivants ou de ramener les âmes des morts vers la Soul Society pour qu'ils finissent en paix. Et on a un troisième type de personnes qui sont les Quincy, qui sont des humains qui sont dotés de pouvoirs particuliers, de pouvoirs redoutables, et qui combattent également les holos. Mais la différence principale avec les Shinigami, c'est qu'un holo qui est tué par un Shinigami est simplement détruit. Son âme ne pourra ni être sauvée, ni renaître. Alors que pour les Quincy, justement, pour les Shinigami, le but c'est de sauver l'âme et de créer un équilibre entre les vivants et les morts.
Donc c'est les Quincy qui détruisent définitivement et les Shinigami qui ramènent à la Soul C'est ça, Society. absolument. Non, c'était un peu fourché. Ok, tu vois, c'était là pour ça ce soir, tu le sais. On a perdu Thio, il est en train de dormir. Non, c'est que en fait, tu as fait un diagramme ou pas? Parce que là, visuellement, quand tu me fais un truc comme ça avec machin qui tue, là, j'ai pas suivi. Mais pourtant, j'ai essayé de. Mais je sais, mais je suis. C'est qui les pierres, c'est qui les feuilles, c'est qui les ciseaux. Non, mais je regarde jusqu'au Donc, bois. Bleach, c'est un manga, un shonen, qui a été écrit et illustré par Tite Kubo. C'est sorti au Japon entre 2001 et 2016. Il y a 74 tomes. La version française, c'est du Glénat. C'est sorti entre 2003 et 2017 pour la même chose. C'est un gros succès. Ça fait partie du top 3 avec Naruto et One Piece. La version animée, alors, le manga animé, c'est adapté par les studios Pierrot, qui avait fait Naruto également, pour info. C'est réalisé c'est par pour ça. Noriyuki Abe. Ou pas. Et il y a, pour la partie principale, 366 épisodes. Oh, on a de la chance. Hein, il n'y en a que 366. Attends, justement, il y a la suite qui arrive. Et ça a été diffusé entre 2004 et 2012 au Japon. En France, c'est arrivé à partir de 2007 sur différentes chaînes, MCM, Direct Star, machin, mais jamais dans son intégralité. La traduction n'avait pas été faite tout de suite. Mais là, c'est bon. On a tout sur Disney+, les 366 épisodes. Ah merde, c'est pas une réédition, c'est pas un nouveau truc, non, c'est juste la série complètement... ça arrive. Laisse-moi faire, Pépé. Donc, les 370 C'est chiant, épisodes, en fait. c'est réparti sur 16 saisons. Il y a plein d'arcs narratifs différents, parfois qui sont essentiels à la trame générale, et parfois c'est des annexes originales qui n'existent pas forcément dans les mangas papier. Oui, alors pour ceux qui savent, c'est ce qu'on appelle des fillers. Ouais. Et c'est là que je suis pas toujours d'accord avec le fait que les studios Pierrot sont bons, c'est que il y a quand même quantité de fillers qu'ils ont fait dont on se serait bien passé, toutes séries confondues. Donc les fillers, c'est les épisodes remplissage de trous parce qu'on sait pas quoi faire parce que la BD va pas assez vite. C'est ça. Alors, on a donc plein de trucs, mais pour le coup, certains sont dispensables totalement, d'autres sont parfaitement intéressants parce qu'ils nous expliquent aussi la montée en puissance de Ichigo Kurosaki, le personnage principal, où ils expliquent l'histoire de certains éléments essentiels de l'histoire. Donc c'est de l'histoire générale. Donc c'est pour le coup plutôt bien réussi. Ça couvre 479 chapitres du manga, soit jusqu'au tome 54. C'est 366 épisodes. Sauf que, comme je vous l'ai dit, vous avez suivi, il y a 74 tomes. Il reste donc 20 tomes quand même à couvrir. Eh bien, c'est ce qui arrive là. Ça y est, c'est sorti. Il commence à nous sortir le dernier arc de l'histoire principale. Yeah, Blood War. Voilà, Thousand Year Blood War, la guerre sanglante de 1000 ans, qui sera réalisée sous la forme de 4 saisons, et c'est la première saison qui vient de sortir sur Disney+, depuis le 29 mars, on est dans du frais, et qui a donc que 13 épisodes, c'est pour ça que c'est facilement et rapidement vu, sachant que c'est toujours le même format, c'est entre 20 et 25 minutes à peu près. Alors quand on coupe les génériques de début, les génériques de fin, mais il faut quand même se méfier, parce que tout au long de tous ces épisodes, parfois il y a des éléments intéressants et des éléments complémentaires à l'intérieur des génériques. Donc en fait, il nous incite un peu à regarder les génériques quand même, ce qui n'est pas très grave en soi parce que les musiques sont plutôt sympas, assez rock. Donc, là maintenant, dans ce nouvel arc, la Soul Society est en état d'alerte. Le commandant en chef Yamamoto, qui est donc le chef de la Soul Society, rencontre un groupe d'hommes masqués qui, après avoir tué d'un seul coup sec son lieutenant, donc son numéro 1 derrière lui, il lui annonce que la Soul Society vit ses derniers instants et qu'elle sera entièrement rasée dans seulement 5 jours. Classique. Voilà. Facile. Normal. On apprend très vite que les habitants du Rukongai, le Rukongai c'est un lieu d'habitation pour les gens normaux, on va dire dans la Soul Society, y a plein de gens qui sont morts, qui ont disparu. Dans le même temps, à Karakura, la ville sur la vraie terre, on va dire, de très nombreux holos aussi ont été tués, et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, tout ça, ça peut créer un énorme déséquilibre entre les vivants et les morts. Et donc la destruction de la Soul Society, mais aussi du monde des humains. Ichigo Kurosaki, qui est donc notre personnage principal que l'on suit, il va intervenir une nouvelle fois de plus. Il est interpellé par un personnage qui s'appelle Nel, qu'on a rencontré dans l'arc des Arrancar. Il vit dans le Uekomundo. Et donc il informe Kurosaki que le Uekomundo a été attaqué par des gens qui ont défoncé tout le monde. Mais des gens qui étaient très très puissants quand même au Uekomundo. Et donc Kurosaki y va, il découvre une gigantesque armée, une armée de Quincy, qui dézingue tous les holos, et ils sont tous fringués façon nazie. Voilà, on est dans un mode militaire, alors c'est vrai qu'on sentait quand même que les Quincy, de par leur nom de sorts et d'armes, etc., on était sur une langue allemande.
c'est un peu un kiff dans Bleach, c'est que il y a des trucs qui sont anglais, des trucs qui sont espagnols et des trucs qui sont allemands. Et donc, c'est le Vandenreich qui est l'œuvre qui a réalisé tous ces meurtres. C'est un groupe de Quincy qui a retrouvé son roi qui avait été banni 1000 ans auparavant. Il y a un petit truc sur il a été banni 900 ans auparavant, 90 ans plus tard il a retrouvé son corps, 9 ans plus tard il a retrouvé son épée, je sais plus, un truc comme ça. Et ce roi, il date de la première guerre entre les Shinigami et les Quincy. Et donc là, he's back. Ils ont réussi à envahir très rapidement le Wekumundo, finito. Ils ont réussi à envahir la Soul Society, pareil. Et donc, effectivement, le pari des 5 jours semble tenir la route en réalité. Les dégâts sont colossaux, les pertes humaines à peu près autant de la même façon, mais on va me dire, mais alors que font les Shinigami ? Parce qu'on est censé avoir des capitaines, des 13 divisions qui sont super puissants, parce qu'ils ont un Bankai, le sort le plus puissant qui existe dans cette histoire-là. Sauf qu'en fait, les Shinigami, les Quincy, ont trouvé un petit truc, c'est qu'ils ont un objet qui leur permet de voler les Bankai des capitaines quand ils le sortent. Les Bankai ou les Zanpakuto ? Non, les Bankai. Qui fait partie, alors je ne vais pas rentrer dans les arcs qui est ce que Zanpakuto, c'est l'âme qui est contenue dans le sabre. Et donc, personne n'est capable d'arrêter ces Quincy qui sont super puissants, et encore moins leur roi, qui visiblement avait déjà affronté le commandant Yamamoto, qui est quand même le Shinigami en chef, le Shinigami le plus puissant du lot. Bien sûr, dans tout ça, que fait Ichigo Kurosaki, qui est notre personnage principal ? Lui, il résiste à ça. C'est le seul qui résiste au vol de Bankai. Pourquoi ? Parce qu'il est over-cheaté et qu'il n'a plus rien à Shinigami, en fait, il est tout en même temps. C'est là que c'est intéressant, parce que ce troisième et dernier arc principal pose pose tout un tas de questions, mais apporte énormément de réponses qu'on a pu se poser dans les 2 arcs précédents. Pourquoi est-ce que Ichigo Kurosaki a un truc particulier, lui qui à la base n'est pas un Shinigami, il devient Shinigami totalement par hasard. D'où viennent les capitaines, comment est-ce qu'ils sont nommés, Yamamoto, apparemment il est très vieux, très puissant, mais pourquoi, comment, bref, on a 1 million de questions. Les Quincy, qui sait d'où viennent ? En fait, dans cet arc-là, juste sur la première saison, on a déjà 1,5 tonne de réponses. Donc, en 13 épisodes, pour ceux qui aiment et qui ont un petit cerveau quand même pour arriver à emmagasiner quelques informations, faites-vous plaisir. Regarde bien Mathieu, il va nous cracher dessus bientôt, ça va être très rigolo. Pas moi, ça c'est Zertov. Zertov, il dit qu'il n'y a pas un chrono qui le sonnait normalement. Alors, non. Je précise que, en fait, on n'avait pas mis sur les un œil sûr parce que je faisais confiance aux gens pour essayer d'être court. J'avais prévenu avant, Pierrick, que ce serait long, mais en même temps, excusez-moi les gars, il y a 366 épisodes avant. Mais tu peux j'ai abréger. pas parlé des autres. Mais tu sais quoi, profites-en parce que c'est mon dernier un œil sûr. T'es pas obligé de rentrer dans le détail. Dans ce troisième et dernier arc principal, on a toutes ces questions, toutes ces réponses. Il y a un élément important qui est l'aspect graphique, qui a énormément changé par rapport aux 2 premiers arcs. Et là, on est sur quelque chose de bien plus adulte, bien plus sombre et également plus homogène. C'était l'un des défauts principaux des premiers dessins animés, c'est qu'il y avait vraiment des cycles entiers où les dessins étaient vraiment dégueulasses, sans compter que les tout premiers étaient en format 4/3, sur à peu près 160 épisodes, je crois. Donc bref, pour ceux qui aiment Bleach, qui arrivent à éventuellement intégrer un univers sans trop se poser de questions, ou alors faites-vous plaisir et regardez les 366 premiers. Régalez-vous bien. Pour info, la deuxième saison sortira cet été au mois de juillet au Japon. Et ça avait l'air d'être très très attendu en tout cas. C'est sur Disney+. Donc c'est une grosse série référence. Grosse série référence, mais qui a perdu beaucoup de lecteurs en cours de dernier cycle, justement. Et là, c'est le dernier cycle. Ça manquait de suivi. Et je trouve ça dommage. Pourquoi ? C'est un peu... en fait, Tite Kubo était en bisbille avec son public. Donc il a fermé son compte Twitter et il a fait plein de petites références, notamment dans le 3e arc, qui sont des pics directs envers son public. Voilà. C'est pas un bon plan de dire que ton public... ouais. Ok. Et toi, tu l'as pas mal pris, tu t'es dit je vais quoi ? Alors moi, clairement, je m'en bats les flambis parce que c'est toujours pareil, c'est les fanboys de merde qui veulent toujours que la fin soit comme eux ont décidé et pas comme l'auteur a décidé. Comme pour Evangelion, quoi. Sauf que, en même temps, c'est son bébé, c'est l'auteur qui décide, donc c'est un peu comme il a envie, quoi. Ok, Bleach, avec donc Thousand Year Blood War qui arrive sur Disney+. J'ai fait un effort, c'était dur. Régalez-vous bien.
Sur ce, voilà, nous allons finir cette émission. On vous remercie de nous avoir écoutés. Une émission plus longue que la précédente, alors que l'intro était vachement plus courte. Une sorte de talent, de force, car nous avons l'avantage du podcast et de ne pas avoir de grille horaire. Mais il y en a qui travaillent demain, je crois. Et on a encore une émission à faire, donc on vous remercie de nous avoir écoutés. C'était un grand plaisir, comme à l'accoutumée. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur notre site, ça fait longtemps qu'on n'a plus de commentaires, ou des étoiles sur iTunes, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de commentaires sur iTunes, sur tous les réseaux sociaux, sur Podcast Addict, sur tous les moyens que vous utilisez pour écouter nos podcasts. Voilà, on sait que vous êtes pas mal et que vous n'êtes pas beaucoup à parler, et en tout cas ça nous fait plaisir. Merci encore à tous, merci à Cobal qui nous lâche ici parce que franchement on est trop long. Bonne nuit à tous. Ciao, ciao, à plus, bye. Salut tout le monde. À bientôt.